Fin de journée, c'est vendredi, c'est bientôt le week-end, promis. On va y aller doucement. Tout d'abord, merci d'être venu pour cette présentation qui s'intitule « L'identité numérique décentralisée et droit d'être soi, protéger son intégrité sur Internet ». C'est un vaste débat. Nous, on va essayer de vous embarquer dans cette aventure d'identité numérique décentralisée. Vous allez voir, ça va bien se passer. Alors, un petit mot déjà sur les speakers, en fait, ceux qui sont là. Moi, c'est Adrien Vattez. Je suis consultant back-end et formateur pour Zenica Rennes, du coup. Vous l'avez deviné, on a tous les logos, tout ça, quoi. Et moi, c'est Antoine Cailly, consultant et formateur aussi, plutôt front-end. Et puis, du coup, intéressé par tout ce qui est web décentralisé et notamment les sujets d'aujourd'hui, l'identité numérique décentralisée. Donc, on va commencer par aborder les deux premiers concepts de la conf, que sont les Verifiable Credentials et les Verifiable Presentation, qu'on va abréger VC et VP le moins possible, mais ça va nous échapper. Donc voilà, VC, Credential, VP, Présentation. Donc, premier scénario, on va dans un magasin pour récupérer un colis. On nous demande, est-ce que vous avez une pièce d'identité? Et là, on va présenter un bout de carton. Et ce bout de carton, ce n'est pas notre identité. Ce bout de carton, c'est une collection de déclarations à notre sujet, qui est écrite sur ce bout de carton, qu'on va présenter à la personne en face. Et la personne, si elle a l'équipement nécessaire, elle peut mettre ce bout de carton dans une machine qui va vérifier tous les filigranes et tout, et qui va bien s'assurer que l'émetteur de ce bout de carton-là, c'est bien l'État français. Autre scénario, je vois que vous avez fait la Zenica Academy. Alors, déjà, on présente son diplôme, et pour la petite histoire, Zenica Academy, on fait un peu de pub pour Zenica, faut dire, mais en fait, voilà, c'est pour des reconversions Pôle emploi, et du coup, pendant 3 mois, on forme des gens. On leur donne pas de vrai diplôme. En tout cas, ça ressemble pas à ça. J'espère pas que ça ressemble à ça, parce que c'est un peu... Voilà. C'est un faux diplôme. Mais bon, voilà, en fait, on a un diplôme pour Maëlys Martin, notre fameuse Maëlys Martin. Et en fait, ça, c'est pas une formation à proprement parler. C'est vraiment, entre guillemets, un diplôme. C'est une collection de déclarations, encore une fois, à votre sujet, comme quoi vous avez assisté à la Zenica Academy, dont, justement, l'émetteur, Zenica, est vérifiable. Normalement, vous pouvez venir avec votre diplôme, ou même une entreprise peut venir avec son diplôme et dire, oui, on a décerné justement le diplôme à Maëlys Martin. Donc là, je pense que vous avez compris le système. Là, si on reprend l'exemple de la carte d'identité, les déclarations à notre sujet, on va appeler ça des Verifiable Credentials, donc des VC. Et puis l'acte de présenter ce bout de carton, on va appeler ça une Verifiable Presentation. Donc là, on a mis une Verifiable Credential pour le nom, une pour le prénom, une pour le sexe. On pourrait avoir une qui englobe le prénom et le nom ensemble, et on pourrait même en avoir une qui englobe toutes les déclarations en une. Là, côté spec, il n'y a pas d'indication. Et dans les scénarios qu'on a présentés, on avait 3 acteurs qu'on va appeler le triangle de la confiance. Donc le premier, c'est l'émetteur. Donc là, ça va être l'État français, qui émet la Verifiable Credential, qui va la filer au détenteur, qui va la stocker dans son portefeuille. Et ce détenteur, à un moment, va sortir ça de son portefeuille pour le présenter au vérificateur, qui va pouvoir valider que c'est bien la personne qui dit être. On voit bien que si Zenica édite une carte d'identité, il y aura beau y avoir tous les filigranes du monde possible pour bien prouver que c'est Zenica qui a édité cette carte d'identité, le vérificateur, il n'en a rien à faire, parce que lui, il ne fait pas confiance à Zenica comme émetteur d'une carte d'identité. Donc il y a un lien de confiance qui est implicite entre le vérificateur et l'émetteur. En scénario un peu plus numérique, il y en a un qu'on connaît bien, le pass sanitaire. En France, ce n'est pas basé sur les Verifiable Credentials, mais le cas d'usage est vraiment parfait pour ce genre de techno. Donc là, on a une donnée numérique qui est filée au détenteur, qu'il stocke dans tout son anti-Covid qui va être son portefeuille numérique, et puis qui va le présenter pour avoir accès à des choses. Donc voilà, l'émetteur envoie des Verifiable Credentials,
au détenteur qui les stocke sur son portefeuille numérique et qui les présente au moyen d'une Verifiable Presentation au vérificateur. Et pour l'histoire, on a trouvé quand même une implémentation de passe sanitaire qui se base sur les VC, les Verifiable Credentials, en Nouvelle-Zélande. Après, la problématique qu'on a, par exemple en France, c'est avec le fameux QR code, il y a beaucoup d'informations dessus. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais il y a à peu près toute votre vie sur le QR code du pass sanitaire. Du coup, en fait, il y a peut-être un peu trop d'infos, ou même sur ma carte d'identité, il y a beaucoup d'infos. Dès que je montre ma carte d'identité, la personne sait beaucoup de choses, notamment là où je vis, etc. Donc en fait, on pourrait utiliser justement les VC et les VP, en tout cas les Verifiable Credentials et Verifiable Presentation, pour ne pas afficher tout en fait. Je veux simplement divulguer mon nom, mon prénom, peut-être ma date de naissance, et ça permet juste de prouver quelque chose. Et là en fait, on commence à toucher du doigt un peu le principe de ce qu'on appelle le Zero Knowledge Proof. Alors ce principe, ça a quand même pour but de montrer par exemple qu'on est majeur, sans pour montrer ma date de naissance. Moi j'ai pas forcément envie de divulguer quel âge exact j'ai, par contre prouver que je suis majeur, normalement ça suffit. Et là on commence tout juste à toucher du doigt en fait ce principe-là, et c'est là que ça commence à être beau, c'est qu'on va être capable de prouver des choses sans pour autant tout divulguer. Et ça c'est vraiment, voilà, en gros les VC et les VP vont aider à permettre ce genre de techno en fait. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces déclarations? Un peu tout ce qu'on veut, des choses qu'on connaît, qu'on possède, qu'on est, et des événements passés, comme une vaccination, ou est-ce qu'on a été employé à telle date. On voit assez rapidement pour chacun de ces cas d'usage qu'il y a des dérives éthiques qui sont possibles. Nous, notre message aujourd'hui, il est plutôt neutre. C'est plutôt pour expliquer un peu comment ça fonctionne après et potentiellement ce qu'il est possible. Mais on ne va pas donner d'avis de est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça. On laisse cet exercice à vous. Alors, là, on vous a montré à peu près les concepts. On a essayé de ne pas y aller trop fort. On est vendredi, 16h, voilà. Là, maintenant, on va voir un peu la version numérique. Qu'est-ce que ça donne, en fait, vraiment? Qu'est-ce qu'on échange, en fait, entre guillemets? Parce que c'est bien beau de montrer Maëlys Martin, mais bon. Donc, on va retrouver une coquille qu'on va appeler une Verifiable Credential. Dedans, il va y avoir des métadonnées. Il y a toujours des métadonnées. Une déclaration justement sur le sujet, et le moyen de vérifier ce qui a été déclaré en fait. Donc on retrouve ces trois blocs-là. Si on regarde, qu'est-ce que c'est? C'est du JSON. Hein, on retrouve toujours du JSON, ne vous inquiétez pas. Donc on a la partie métadonnées, avec notamment on retrouve l'issuer et toutes ces choses-là. On retrouve la déclaration, Credential Subject. Donc là déjà on voit qu'il y a un identifiant, il y a le nom, il y a le prénom, les dates de naissance. Ce qu'on peut imaginer, c'est que du coup, un VC représente l'intégralité de la carte d'identité, là où tout à l'heure, il y avait un VP, vous voyez, mais là, en fait, on va se focus que sur un VC. Et il y a la partie preuve, qui sont les filigrammes, éventuellement, voilà, la carte à puce, etc. Donc ça va permettre de vérifier toutes les données qui sont normalement déclarées sur la carte. Et maintenant, on va aborder le deuxième concept qu'on va appeler le Decentralized Identifier. Donc là, on va utiliser l'abréviation DID, parce que c'est plus pratique et tout le monde dit DID. Donc on a vu dans la Verifiable Credential que dans la partie des déclarations, donc Credential Subject, on avait un ID. Et ça, c'est quasiment obligatoire parce que c'est des déclarations au sujet de quelqu'un ou de quelque chose. Donc il va falloir forcément l'identifier. Donc ce champ ID il va forcément être rempli. Dans notre exemple, on a pris l'identifiant national en France, qui est le numéro de sécu. Mais est-ce que ça veut dire qu'on utilise ce même identifiant partout? C'est ça. Est-ce que c'est un identifiant unique et universel? Parce que si on prend comme exemple Tinder, hein, moi je ne vais pas me connecter avec info.gouv sur Tinder. Je ne vais pas utiliser France Connect pour me connecter sur Tinder. Et peut-être pas avec mon compte La Poste. Donc voilà, on se pose la question de savoir en fait, en gros, quelle est mon identité, avec quelle identité je vais me connecter. La plupart du temps, on se dit, je vais quand même faire confiance à Google, je vais quand même faire confiance à Facebook. Sauf que bon, du coup, Facebook et Google, ils savent que vous vous connectez sur Tinder. Bon, peut-être qu'ils vont acheter Tinder à terme, je sais pas, mais bon, vous voyez. Et ça, ça pose de problème à personne, en fait. Et c'est assez délicat. Du coup, on pourrait se dire, ok, dans le champ identité, là, je mets juste mon adresse mail. Comme ça va être Google qui va permettre d'être l'identifiant de ma carte d'identité. Pourquoi pas? Mais l'idée, en fait, c'est que si on va plus loin, si vraiment on se dit,
moi, j'ai pas forcément envie de dépendre du GAFAM ou comme on appelle Gamma, je sais plus, parce que Facebook c'est Meta maintenant, bref. Mon identifiant, en fait, il m'appartient pas vraiment, en fait. J'ai beau mettre se connecter avec, c'est assez facile à faire. Je dois l'avouer que je le fais aussi. Si Google meurt, ou en tout cas mon identifiant meurt, en fait, je vais plus me connecter, j'ai plus rien. Et si Google décide de me bloquer, ils peuvent le faire, en fait. Donc, si jamais on se fâche avec les États-Unis, on peut imaginer ce genre de scénario. Et en plus de ça, je ne décide pas vraiment de ce que Google et Facebook font de mes données. Et ça, on le sait, il y a des fuites, on sait 5 ans après, 6 ans après, la plupart du temps. Ah bah, il y a eu une fuite Yahoo. Oh, vous inquiétez pas. Du coup, moi, mon compte Yahoo, maintenant, je reçois que des spams. Donc l'idée maintenant, c'est de se dire, bah, l'identifiant qui est là, c'est moi qui le maîtrise, quoi. Donc je présente ma carte d'identité, et l'identifiant qui me permet de justement prouver cette identité, en tout cas de faire le lien avec cette identité, bah, c'est moi qui le gère, quoi. C'est pas Google, c'est pas Facebook, c'est vraiment moi qui le gère. Et ça, et ben c'est là qu'entre en jeu le DID. Donc en fait, le DID, c'est une URI, donc c'est comme HTTPS de point quelque chose, sauf que là, c'est DID de point quelque chose pour définir que c'est un DID. Après les premiers 2 points, on va avoir le nom de la méthode qui est utilisée, c'est l'implémentation en gros qui est utilisée. Encore des 2 points. Et après, on va avoir un identifiant dont le format, donc ça va être l'identifiant du sujet, et le format va dépendre de l'implémentation qui est choisie. Donc, pour prouver son identité de manière classique avec Google, ce qu'on va fournir, c'est notre identifiant, donc notre adresse Gmail, avec notre secret, qui est notre mot de passe. Et puis c'est Google qui va se charger de faire la vérification. Il va prendre le mot de passe, il va le comparer avec le hash en base de données, il va dire au vérificateur, oui, c'est bien lui. Pour le DID, ça va être un peu pareil, mais avec quand même des différences. Donc le sujet va quand même fournir son identifiant, donc là ça va être le DID. Il aura un secret, c'est sa clé privée, donc c'est plus vraiment un mot de passe. Et en fait, ce qu'il va donner à la personne qui doit vérifier, il va donner son identifiant et puis il va signer quelque chose avec sa clé privée. Et du coup, le vérificateur, lui, il va prendre cet identifiant, suivant l'implémentation qui est écrite dedans, il va savoir où est-ce qu'il peut récupérer un document qu'on va appeler le DID document. Donc pour chaque identifiant, existe quelque part un DID document que tout le monde peut récupérer. Et dans ce DID document, il va trouver une clé publique qui va lui permettre de s'assurer que le truc qui a été signé par le sujet a bien été signé par lui. Donc c'est un mécanisme cryptographie asymétrique classique. Comme exemple d'implémentation, on a DID BTCR, donc qui va lui stocker les DID documents sur la blockchain Bitcoin. Donc on va avoir DID .BTCR, un identifiant qui va être un dérivé d'un numéro de transaction. Donc en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir prendre cet identifiant de transaction. Je vais sur un site qui me permet de récupérer le contenu des transactions. Tu l'as en dessous. Hop. C'est pas forcément rapide. Et là, on a le contenu et on retrouve un DID document. Et dedans, on va retrouver une clé publique. Dans le DID document, souvent, il n'y a que ça d'intéressant. On verra un petit peu plus tard pourquoi. Autre implémentation, on va voir, pour prouver que ce n'est pas tout le temps sur une blockchain, on va avoir DID web. Donc là, DID, web, et l'identifiant, ça va être un nom de domaine. Donc le vérificateur, lui, au lieu d'aller chercher le DID document sur la blockchain, il va aller chercher le DID document sur une adresse l'identifiant /.wellknown/did.json. Là, il va télécharger le DID document. Il va récupérer la clé publique et il va faire la vérification comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc des implémentations, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup sur des blockchains quand même. Mais il n'y a pas que. Donc DID web, DID DNS qui se base sur des enregistrements DNS. DID key qui lui est un peu spécial. C'est que la clé publique, on va directement la mettre comme identifiant.
Donc en fait, c'est un truc qui va être complètement autoporteur. On va avoir le DID et le document, le DID et le DID document qui vont être une seule et même chose. Mais en fait, il y en a plein. Il y en a plus d'une cinquantaine sur le registre officiel. Là, je suis en train de les faire défiler. Et c'était une des grosses remarques de Google et Mozilla sur les specs du W3C. Hier. Enfin, les remarques datent d'avant. Elle disait que il y a trop de méthodes, il faut en recommander un sous-ensemble ou au moins qu'il y ait une implémentation de référence indiquée avant de la passer en recommandé comme spec. Et hier, le W3C a dit non, on la passe en recommandé. Et c'est bien comme ça. Et en fait, les recommandations sur des standards d'implémentation de DID, ça viendra dans un second temps, quoi. Donc là, la spec aujourd'hui, elle est plutôt pour entériner le cœur du mécanisme, mais il n'y a pas encore d'implémentation de référence ou conseiller. Mais du coup, il y a des briques logicielles qui sont en train d'être faites pour offrir un truc un peu clé en main et qui va supporter un ensemble assez large de méthodes. Alors la question que vous allez vous poser, c'est la partie ID. Est-ce que du coup, je dois utiliser le même DID partout ? En fait, pas forcément. En fait, vous pouvez tout simplement créer autant de DID que vous voulez, que ce soit sur n'importe quelle méthode, ou même sur la même méthode. Je veux dire, ça nous est déjà tous arrivé de créer plusieurs comptes Google, ou tout simplement de rajouter le petit plus là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite d'adresse mail. Mais voilà, vous pouvez vraiment. Il n'y a pas vraiment de limitation là-dessus, comme l'a montré Antoine. En fait, c'est juste entre guillemets un jeu de clés publiques et de clés privées. Il faut savoir que du coup, justement, c'est un jeu de clés privées et de clés publiques. Vous n'êtes pas obligé de mettre des données personnelles dans le dit document. Bon, il y a quand même des champs, il y a les métadonnées, toutes ces choses-là. Vous pouvez éventuellement rajouter d'autres données, mais la spec, elle est suffisamment permissive là-dessus. Mais l'idée, c'est de ne pas forcément mettre de données personnelles dedans. Donc l'idée, c'est juste de mettre un moyen de vérification, on va dire. Et alors du coup, c'est un identifiant qu'on a créé. On va avoir une clé privée à stocker chez nous, quelque part, je ne sais pas où. J'espère qu'il y a une fonction pour, au cas où on la paume, la retrouver. Et c'est là que ça va peut-être coincer un peu. On va raconter une petite histoire. En 2013, il y a un Britannique qui jette son disque dur qui avait une clé privée de Bitcoin dessus, qui avait miné 7500 Bitcoins, le rêve aujourd'hui, qui valait déjà 5 millions d'euros à l'époque et qui en vaut 172 la dernière fois qu'on a regardé. Et c'était après le crash, donc c'est déjà pas mal. Et en fait, cette personne-là, elle est toujours en train de demander à sa mairie d'avoir accès à la décharge où il pense que le disque est présent. Et il n'a toujours pas l'autorisation. Il a demandé à la NASA en leur promettant une partie du pactole pour qu'ils utilisent leur imagerie assez sophistiquée et tout. Ça n'a pas marché. Donc cette personne-là a toujours 172 millions d'euros qui traînent à côté de chez lui et il ne peut pas y accéder. Tout ça pour dire que ça offre plus de liberté, mais il y a plus de responsabilités qui vont avec. Et cette problématique de gestion de clés, c'est vraiment un truc central. C'est vraiment un truc qui est récurrent dès qu'on commence à mettre de la crypto quelque part. On va se poser la problématique de la gestion de clés. Et il y a des approches. Alors là, clairement, on touche à un domaine de la crypto qui est assez coriace, donc qui dépasse nos compétences. Mais dans les tendances qu'on a cernées, on en a isolé deux. La première, c'est Shamir Secret Sharing. Donc là, c'est un algo qui existe déjà depuis un petit bout de temps. Le principe, c'est que je peux prendre mon secret, donc ma clé privée, la casser en plein de petits morceaux, donc là, 5 petits morceaux, et je peux définir qu'il en faut au moins 3 pour reconstituer le secret d'origine. Donc là, c'est intéressant parce que ça pourrait ouvrir la porte à la récupération de secrets de manière sociale. Vous cassez votre clé privée en plein de petites parties, vous la filez à des gens de confiance. Grave erreur. Voilà, toc. Et puis, le jour où vous la paumez, vous demandez à des gens de confiance, à 3 personnes de confiance, de vous refiler la partie, vous le reconstituez, et voilà. Chacun individuellement, normalement, ne peut pas la reconstituer. Maintenant, si vous gagnez au loto, c'est pas impossible qu'ils essayent de se retrouver, et, au moins 3, et puis voilà. Côté Coinbase, qui est un grand acteur côté blockchain,
ils utilisent déjà ça depuis un certain temps pour ne pas stocker les clés privées en clair. Coinbase, c'est un peu ils vous délèguent le portefeuille numérique, ils vont stocker pour vous la clé privée. Et du coup, pour ne pas la stocker en clair, ils la cassent et ils la reconstituent juste au moment où il y en a besoin pour signer des choses. Il y a une autre méthode, donc là qui est encore plus complexe, mais le point qui est intéressant dedans, je trouve, c'est que on va pré-générer la prochaine clé. Donc, si jamais on perd la clé actuelle ou si on nous la vole, on va avoir un mécanisme pour activer cette clé qu'on avait déjà pré-générée avant. Donc ça a des avantages, des inconvénients. Il faut quand même qu'on stocke 2 clés maintenant, plutôt qu'une. Mais voilà, c'est un mécanisme qui peut marcher dans certains contextes. Alors du coup, maintenant, on va parler un peu plus. On va prendre un peu plus de hauteur. On va se dire, ok, c'est une bonne idée. Ils nous ont bien expliqué la chose, mais concrètement, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe? Est-ce que c'est utilisé? Et en fait, on voit quand même une mouvance d'un point de vue. On pourrait imaginer un dit Union européenne, Madame Martin, qui permet de valider l'identité de Madame Martin à travers toute l'Europe, même à travers le monde, puisqu'on fait confiance à l'Europe, bien sûr. L'idée, c'est, il y a un règlement en fait qui existe, qu'on appelle le règlement EDAS. Alors, EDAS, c'est Electronic Identification and Trust Services. Alors, je ne sais pas comment ils ont trouvé EDAS, mais ils ont trouvé EDAS. Et en fait, c'est juste un règlement qui permet de mettre en place des services de confiance. Notamment, on parle de signature électronique, on parle de toutes ces choses-là. On est vraiment dans ce cadre-là. DocuSign, toutes ces choses-là rentrent dans le règlement EDAS, parce que du coup, un papier, entre guillemets, signé électroniquement par DocuSign, normalement, il est censé être valable en dehors de la France aussi. Bref. Alors l'idée, c'est qu'ils se mettent d'accord, en fait. Et l'idée, c'est d'être aussi, entre guillemets, de faire confiance à l'Europe pour gérer notre identité. Bon, là, déjà, vous pouvez dire, ça tique un peu. Après, regardez la vidéo, elle est sympa, la vidéo. Ça permet, en fait, déjà par exemple, typiquement, dans la vidéo, en fait, on voit une personne qui veut faire Erasmus, et du coup, le lien entre les différents diplômes. Voilà, alors, vous voyez la logique, quoi. Après, il existe aussi une autre entente qu'ils appellent l'European Blockchain Partnership, le BP, pour les intimes. Et en l'occurrence, il y a ce qu'on appelle l'EPSI. Donc l'EPSI, c'est l'European Blockchain Service Infrastructure. Donc l'idée, c'est de monter justement une blockchain, entre guillemets une chaîne de confiance entre les différents États membres. On parle quand même de 27 États qui se mettent d'accord, ce qui n'est pas forcément évident, en considérant la Norvège et Liechtenstein. Vous avez compris. Il faut savoir que du coup, c'est Hyperledger Fabric et Hyperledger Besu, on en reparlera un peu après. Mais bon, c'est déjà utilisé par l'Université de Lille. Là, dès le début, l'Université de Lille, en fait, depuis juillet 2020, essaie de produire en tout cas les diplômes sur cette fameuse infrastructure. Donc déjà, il y a déjà pas mal de choses qui sont mises en place. Honnêtement, ils sont un peu à la bourre, mais comme beaucoup de projets informatiques, au niveau délai, on n'est pas super bon, mais c'est pas très grave. L'idée, c'est quand même qu'ils arrivent à mettre en place certaines choses. Et en l'occurrence, vous pouvez avoir votre propre identité qui est stockée justement sur l'EPSI et qui va permettre de prouver beaucoup de choses, quoi. Et du coup, on peut imaginer pas mal d'autres concepts derrière, mais l'idée, c'est d'avoir un wallet et de démocratiser un peu l'usage des clés privées et des clés publiques, surtout d'un point de vue européen. Alors maintenant, on va passer un peu au détail de ce qu'il y a dans les différentes JSON qui correspondent au concept qu'on a vu. Donc Verifiable Credential, on a déjà vu. Je ne vais pas repasser sur ça. Aussi, peut-être la preuve, si ça intéresse certaines personnes, on voit GWS, c'est la partie qui est signée, et on va avoir Verification Method, c'est le lien vers la clé publique, qui va permettre d'attester que c'est bien la bonne clé privée qui a signé la donnée. La Verifiable Presentation, on va prendre des Verifiable Credentials, on va les mettre une ou plusieurs au même endroit, on va les entourer par des métadonnées encore, et puis la même vérification, mais la vérification, elle, va concerner que la Verifiable Presentation, sachant que la vérification de chaque Verifiable Credential est à l'intérieur de chaque VC. Donc voilà, c'est la même chose. On a la liste des VC ici, et puis la preuve ici. Et le DID document, ça va être un petit peu pareil.
Dans les métadonnées, on va quand même les détailler parce qu'on va retrouver l'identifiant, du coup. Souvent, l'identifiant et le contrôleur, ça va être la même chose. Mais pas toujours. Parce que déjà, un DID, on peut en créer pour une personne, mais aussi pour une entreprise ou pour votre frigo connecté ou pour ce verre, par exemple. Donc, on peut identifier tout et n'importe quoi, mais ce verre en plastique, il ne va pas être capable de mettre à jour le DID document. Donc, on va avoir la notion de contrôleur qui, lui, va avoir les pouvoirs de modifier le DID document et de les supprimer. Mais bon, là, quand c'est la même chose, on oublie le champ. Et puis, dans la partie vérification, donc là, ça va être vérification, donner l'info comment on atteste que c'est bien la bonne personne qui a cet identifiant-là. Donc, en gros, ça va être la clé publique. Donc là, on a un lien vers la clé publique qui est définie juste en dessous. Des fois, ça peut être à l'extérieur du DID document. Donc on a le type, c'est une elliptic curve 255, voilà, etc. Et on a des services, et là c'est pour faire le lien avec éventuellement d'autres choses qui appartiennent à la personne, donc typiquement un site web. On pourrait mettre les comptes GitHub, les comptes Twitter de la personne, mais c'est découragé par la spec, et puis c'est un peu contre-productif. L'idée c'est d'avoir une identité qui n'est pas forcément liée à une identité centrale ou à un GAFAM ou quoi que ce soit. En fait, la beauté un peu du DID document, c'est que si vous y mettez juste votre DID, l'ID qu'on avait au-dessus et une clé publique, eh ben, en fait, vous avez quasiment rien révélé à votre sujet, et pourtant, c'est quelque chose qui vous identifie. Alors du coup, est-ce que c'est le moment de se lancer? Alors la spec, elle est en 1.0. C'est déjà pas mal, ils ont passé la barrière du 0 point quelque chose. La spec du DID. La spec du DID, oui. Et VC, je sais plus. Ouais. Mais après, si on regarde le technologie radar de Soutworks, on n'est pas encore assez vers la droite. C'est pas pour vous. À gauche pour moi, mais droite pour eux, je crois. Non, ok, pardon. Excusez-moi. On voit quand même que, mine de rien, il y a pas mal de mouvances d'intérêt. Mais de là à passer le cap de l'essai, je vous ai dit quand même qu'au niveau d'Europe, il y a des choses qui se font, mais on commence à mordiller sur justement l'essai. On n'est pas... Voilà. Ça va venir. Honnêtement, c'est des sujets qui sont vraiment de tous les jours. Hein. Mine de rien, les fuites de données, il y en a tout le temps. Et du coup, ce qu'on aimerait, c'est peut-être être certain de chaque usage de notre identité, en fait. Si moi, à chaque fois qu'on utilisait mon identité ou des choses comme ça, je devais, entre guillemets, valider avec ma clé privée, peut-être que je serais plus serein par rapport aux données qui véhiculent sur moi, sur Internet, parce que déjà, quand je tape mon nom sur Google, c'est horrible, quoi. Après, les acteurs, justement, de l'identité décentralisée, il y en a quand même pas mal. Alors, vous retrouvez Auth0, vous retrouvez DIF, pour Decentralized Identity Foundation. Je ne sais pas si vous reconnaissez, il y en a un là, qui est assez épatant, avec un aigle. En général, je sais pas, vous savez ce que c'est ou pas? Ouais. Voilà. Donc là, les Américains s'intéressent beaucoup, en tout cas, à cette techno pour éventuellement, je ne sais pas, mais ils s'intéressent beaucoup. Ils sont contributeurs de la spec. Ah oui, je pense que oui, ils ont beaucoup d'intérêt à être contributeurs de la spec. Il y a le W3C qu'on retrouve ici, on retrouve IBM, on retrouve les grands noms, mine de rien. Vous allez me dire, ouais, mais normalement, on est censé aller au-delà du GAFAM, mais il y a tout le GAFAM qui vont dedans. Bon. C'est le côté assez amusant, je trouve. Faut savoir que du coup, Microsoft, ils ont pas mal investi là-dessus, même énormément. Didion, c'est eux qui l'ont fait. Donc vous retrouvez votre Decentralized Identifier. La méthode, c'est Ion. Et qu'est-ce que fait Ion? Ion, en fait, ça met un tampon dans la blockchain Bitcoin. Et si jamais vous avez des données personnelles, vous pouvez les avoir dans IPFS. Un des gros avantages, c'est que sur IPFS, ça s'efface. Sur la blockchain Bitcoin, ça s'efface pas. Donc c'est pour ça qu'il y a juste un tampon sur le réseau Bitcoin. Mais ce qui est le plus épatant, c'est qu'ils sont capables de connecter leur Azure AD avec tout ce système-là pour éventuellement produire ce qu'on a des vérifiables credentials. Donc ils sont des API, ils commencent à vraiment bien pousser la chose. Et c'est sorti en avril 2021. Donc en fait, mine de rien, il y a quand même... Voilà, ils investissent, quoi. Ils investissent peut-être à perte, mais ils investissent, quoi.
Et ça, c'est vraiment, je trouve ça pas mal parce que du coup, ça montre quand même que on est en train de passer l'étape d'essai, quoi. Du côté d'Hyperledger, pour ceux qui connaissent Hyperledger, derrière Hyperledger, on retrouve souvent IBM, mais bon, c'est pas très grave. C'est censé être sous la Linux Foundation. La Linux Foundation, vous retrouvez Node.js, Cloud Foundry, vous retrouvez tous ces gens-là, et du coup, vous retrouvez Hyperledger. Et Hyperledger, ils ont différentes briques. Donc vous retrouvez la brique Indy, qui est du coup le réseau, tout ce qui est l'infrastructure, on va dire, pour utiliser des DID. Et après, vous retrouvez des agents type ARIES, et URSA, en fait, c'est juste une librairie cryptographique. Mais vous retrouvez toutes les briques qui vous permettent de faire normalement des DID et d'aller plus loin, des verifiable credentials, etc. C'est pour ça que du coup ils sont partis aussi sur Hyperledger Fabric et Besu. Sachant que Besu, pour l'EPSI, Besu c'est un client Ethereum Java. C'est beaucoup plus facile de convaincre les banques avec du Java. On retrouve le côté du coup IBM Digital Health. Comme on l'a vu, on avait un des cas d'usage de VC et de VP, c'était pour éventuellement le pass sanitaire. Donc là en fait, après ça peut faire peur, mais du coup IBM commence à pousser le pas en train de se dire pourquoi pas, allez, on va faire ça dans le domaine de la santé et tout. C'est pas mal parce que mine de rien, quand moi je demande mon dossier médical à un hôpital, j'attends quelques mois quoi. Donc et encore, je sais pas s'ils ont pas perdu des papiers. Mais en théorie, ils sont censés tout garder, etc., quoi. Mais voilà, donc on peut imaginer quelque chose de beaucoup plus moderne avec tout ce concept de VC, VP et de DID. Il y a un truc assez récent qui date de début du mois, où il y a Jack Dorsey, donc cofondateur et ex-CEO de Twitter, qui a annoncé le Web 5. Donc le Web 5, c'est les avantages du Web 2 plus les avantages du Web 3, ce qui donne le Web 5. Donc, au-delà de côté bullshit marketing qui pourrait laisser penser à une blague, quand on regarde un peu ce qu'il y a derrière, les trois piliers qui sont annoncés, c'est les DID, les Verifiable Credentials, et puis ce qu'ils appellent Decentralized Web Node, mais qui est en fait le concept d'espace de stockage personnel. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez le projet Solid de Tim Berners-Lee, mais ça reprend un peu le même concept, c'est-à-dire on va avoir une identité qu'on gère, un espace de stockage qu'on gère, et en fait on va demander aux applis de venir stocker les données qui nous concernent dans notre espace de stockage personnel plutôt que de les stocker chez eux. Donc voilà, Facebook stocke vos posts chez vous plutôt que de les stocker chez eux. Donc l'ambition est intéressante. Après, comme pour Solid, il y a plein de questions qui restent en suspens. L'interopérabilité entre les différents fournisseurs d'espace personnel. Est-ce qu'on a vraiment gagné au change si Facebook stocke les données chez vous, mais les stocke aussi chez elle, à part rajouter de la complexité? Est-ce que on a un vrai gain? Enfin, il y a plein d'enjeux qui vont au-delà de juste les enjeux auxquels répond le DID et les VC. Donc je ne sais pas trop si ça va prendre et ce que ça va donner, mais l'avantage, c'est qu'il y a un millionnaire qui a sorti le mot DID quelque part et que du coup ça fait un peu le buzz et que ça fait un peu connaître les technos. Donc peut-être que de là sortira des cas utiles et éthiques. En fait, on attend juste le patron de Tesla qui en parle, quoi. On va voir un petit cas d'étude. Alors, on a parlé du Verifiable Data Registry. En fait, l'idée, c'est quand même de se dire, vous avez des méthodes, vous pouvez stocker du coup le dit document où vous voulez. La plupart du temps, on veut stocker le dit document dans un espace où on a confiance. Donc la plupart des gens, ils vont dire, je vais stocker ça dans la blockchain. Alors, est-ce que vous avez confiance en la blockchain? C'est un autre débat. Mais c'est ce qui se passe la plupart du temps. En tout cas, les premières specs, les premières méthodes sont apparues sur la blockchain. C'est aussi pour peut-être la résilience du dit document, etc. Je ne vais pas revenir sur la spec, en tout cas sur les détails d'une blockchain. Mais là, on pourrait imaginer qu'on va plus loin. En fait, on va juste, pourquoi pas, créer un DID avec Twitter. Alors, vous allez me dire, mais c'est le GAFAM, tout ça. Non, mais l'idée, c'est juste un cas d'école. En fait, on va se dire, avec Twitter, je vais stocker ce qu'on appelle un DID document. Je vais avoir ma clé privée pour moi. Mais du coup, les gens, quand je vais leur envoyer des messages, quand je vais tout simplement émettre des données, je vais pouvoir les signer avec ma clé privée. Et les gens, ils vont juste regarder sur Twitter, ils vont dire « Ah oui, c'est sa clé publique, c'est bien son compte, etc. »
Et du coup, ils vont pouvoir dire c'est bien la bonne personne, quoi. Normalement, on faisait ça des fois hein, quand on essayait d'envoyer des mails, vous vous souvenez, on essayait de signer, etc. Il fallait changer la clé publique. Voilà. Là, on trouve sur une nouvelle approche, et c'est un excellent cas d'école. Vous retrouvez la spec, vous retrouvez une ligne de commande, parce que mine de rien, comme tout bon outil qui se respecte, il y a toujours une ligne de commande. Et en fait, c'est l'idée là, c'est à travers ce cas un peu loufoque en fait, c'est vraiment de montrer que faire une implémentation de lead, c'est tout bête. Il suffit d'avoir un espace de stockage quelque part. On définit comment on crée un document, comment on le modifie, comment on le lit, comment on le supprime, et puis voilà, on a notre implémentation. Et des fois, il y a même des méthodes qui permettent même pas de modifier et de supprimer un document. Donc là, on a un truc tout bête. Et je te laisse. Et du coup, Antoine, il a dit justement, c'est plutôt bête. Et là, on a la CLI. Vous avez la ligne de commande en bas. Donc, on va décider de créer pour le compte, en tout cas pour le username @AntoineCailly, une clé, un jeu de clés privées avec le public, et du coup un dit document. Donc là, vous voyez à quoi ressemble le tweet. Hein. C'est relativement simple. Derrière, si je décide d'envoyer un message, je peux envoyer un message en m'appuyant justement sur ma clé privée. Donc ça veut dire qu'en gros, je vais envoyer Hello World, et du coup, je vais pouvoir le signer. Si derrière, une personne décide de vérifier ce message et s'assurer que c'est bien moi qui lui ai écrit Hello World, parce qu'on commence toujours par écrire Hello World, pour vérifier déjà que ça marche, en fait, on a juste à mettre le même message que vous avez juste ici, avec juste l'option Verify, et du coup, qu'est-ce que va faire la CLI ? Va aller regarder sur Twitter, va aller regarder sur le compte Antoine Cailly, etc. Et justement résoudre automatiquement le DID et puis faire la validation. En fait, on est juste sur un jeu de clés privées et clés publiques. C'est juste que l'idée, vous avez juste besoin d'un espace de stockage, comme l'a dit Antoine. C'est un cas d'école où c'est relativement simple à faire. Et ça permet justement de démocratiser les usages de la clé privée et de la clé publique. Après, on peut aller plus loin. Hein. Mais en tout cas, la spec, elle est suffisamment permissive là-dessus. Et vous avez juste à respecter certaines choses, quoi. Il n'y a pas non plus. Et c'est d'ailleurs un des problèmes aussi qui a été reproché au DID, c'est que du coup, il n'y avait pas de méthode de référence, il n'y a pas de standardisation, entre guillemets. En tout cas, il n'y a pas d'implémentation par défaut, on va dire. Juste la raison pour laquelle c'était en rouge, c'est que ça passe pas dans un tweet. 250 caractères. Du coup, on a fait créer lire. Comment on fait pour mettre à jour notre lead document ? On refait un tweet avec les nouvelles infos. Et du coup, dans la méthode, on spécifiera que pour avoir le lead document à jour, il faudra récupérer le dernier tweet en date. Comment on fait pour supprimer ? On supprime les tweets. Et voilà, on a notre implémentation. Donc ça explique pourquoi on en a une cinquantaine et même plus, et qu'il y en a souvent des nouvelles qui apparaissent. Après, si vous souhaitez aller plus loin, il y a des livres, hein, notamment Manning, qui s'est mis à produire un livre justement sur l'identité auto-souveraine, on va dire, si on traduit en français. Mais une des conclusions quand même de cette présentation, c'est quand même de se dire, maintenant on fait plus vraiment confiance à Google, on fait plus vraiment confiance aux autres. C'est moi qui suis maître de mon identité. Mais par contre, du coup, ça implique justement des jeux de cryptographie. Il faut savoir que de toute façon, la cryptographie, ça existe depuis l'aube des temps, bien avant la blockchain et bien avant tout ce qu'on connaît. Peut-être pas avant l'écriture quand même. Mais voilà, en fait, et puis à l'époque, c'était ce qu'on appelait des crypto-anarchistes. Et c'était des gens qui avaient vraiment confiance en personne. Et du coup, ils chiffraient tout. Donc voilà, l'idée, c'est peut-être un peu de passer le cap, de trouver à peu près, de familiariser les gens avec ce genre d'usage, parce que mine de rien, on est tous avec notre téléphone, là. Déjà, je le vois tous là. Vous pouvez imaginer valider les transactions, vous payez avec votre téléphone, etc. Maintenant, pourquoi pas tout simplement, à chaque fois, je valide que vous avez utilisé mon identité, etc., etc. Et c'est pas juste un bouton se connecter avec Google, quoi. C'est plutôt j'utilise ma clé privée et je consens, etc., etc. On est plutôt dans une logique d'ailleurs RGPD un peu plus cohérente, je trouve. Sur le bouquin, un ajout, en fait, c'est un bouquin qui a été très très longtemps je sais pas comment ils appellent ça. MIP. En MIP, ouais, c'est ça. Depuis pas mal de temps, et là il est terminé, je crois. Ouais. Et en fait, quand on fait des recherches autour du sujet, on tombe très très souvent sur des auteurs de ce bouquin ou des extraits d'articles qu'ils ont mis en public. Si vous voulez creuser le sujet,
prenez-le et vous allez vite être déconnecté même des fois parce que ça va être vraiment beaucoup dans le détail, quoi. Mais c'est une bonne référence du coup. On a fini. On aimerait bien avoir un peu vos avis là-dessus. Ouais, vos feedbacks, quoi. C'est Est-ce que vous avez confiance? Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Et voilà, que les questions-réponses soient aussi un petit peu plus philosophiques. Déjà, merci beaucoup, messieurs, pour votre conf. J'ai une petite question. Vous avez beaucoup parlé de la possibilité de détailler les WC différemment, ce qui permettrait, je crois comprendre, de présenter pas toute la carte d'identité, mais qu'une partie. Comment on choisit au moment où je présenterai cette fameuse VP à mon pharmacien de ne lui présenter qu'une portion? Ce serait un peu comme les demandes d'autorisation sur mobile ou des choses comme ça. En fait, dans la vidéo de l'Union européenne, c'est ça que tu cherches? T'as beaucoup trop de slides, mec. On a un exemple visuel où, en fait, quand elle veut s'inscrire en Erasmus, la personne, on lui demande son nom, prénom et ses diplômes. Et en fait, on voit que dans la liste, elle a d'autres choses comme info. Et ben, elle sélectionne, toc, toc, valide. Et en fait, dans sa verifiable presentation qui est créée au moment où elle valide, elle a que les trucs qu'elle a sélectionnés dedans. D'accord. Du coup, je vois un biais qui pourrait très vite arriver. C'est ce que fait Facebook aujourd'hui. Facebook, tu pourrais essayer de t'inscrire juste en mettant ton nom, ton prénom, sauf qu'il va te casser les couilles pour que tu mettes l'intégralité de tes informations personnelles. Donc demain, pas ton pharmacien, mais tu t'inscris avec ça sur Facebook. Je ne m'attends pas à ce que Facebook me demande juste mon nom et mon prénom. Il va me demander mon nom, mon prénom, les informations de mon chien, là où j'habite, etc., etc. Donc on va se retrouver dans la situation où, même si les GAFA n'ont plus la main sur nos identités, ils risquent de nous forcer la main en disant tu ne peux nous utiliser que si tu nous ouvres l'intégralité de ton contenu. C'est un risque. Bien sûr. Oui, c'est assez évident. C'est vrai. Après, tu as un autre cas, hein, quand tu parles des appels téléphoniques aux assistances, aux assurances. Ils vont te demander souvent ton nom, ton prénom, ton adresse, etc. Tu pourrais avoir une méthode de validation juste avec « oui, c'est bien moi » en fait. Pas besoin de donner mon adresse, mon code postal, mon numéro de téléphone, etc. C'est ça qui est un peu... Mais je suis d'accord avec toi, il y a un biais. C'est possible qu'ils vont demander « bah non, moi il me faut toutes ces infos ». Mais en fait, en théorie, dans la VC, si ça a été, si le lien de confiance il est bien là, t'es pas obligé de mettre tout en fait dans le VP, tu mets juste les informations qui sont nécessaires, ton nom et ton prénom. Et normalement, tu es censé, à minimum, fournir ça dans ta VP et du coup dire bah voilà c'est moi, crois-moi. Ça rejoint un peu en théorie le RGPD qui dit que tu dois stocker que les informations qui sont essentielles au fonctionnement de l'application. C'est ça. En dehors de la blockchain, donc par exemple si c'est Twitter ou Facebook qui stocke les informations, en quoi est-ce que c'est souverain ou décentralisé? Bonne question. Pour le souverain, c'est le fait que c'est toi qui crée ton identité. La personne ne va créer ton identité pour toi, et c'est toi qui vas choisir où est-ce qu'elle est stockée. Oui. D'accord, donc j'ai quand même le choix de la stocker, c'est pas que sur Twitter ou c'est pas que sur Facebook. Je peux choisir mon stockage, parce que si je peux pas le choisir, en fait... C'est ça. Alors, après, on peut se retrouver dans une limite, un peu la même limite que se connecter avec Facebook, se connecter avec Google sur les sites. Si vous avez un se connecter avec... la fondation Apache, je dis une bêtise, hein, mais que le site ne l'implémente pas, eh ben, vous n'allez pas pouvoir utiliser cette identité. Et donc là, il y a un vrai enjeu. Est-ce que dans le futur, il y aura juste un petit ensemble d'implémentations qui seront utilisables sur tous les sites, et puis tant pis pour les autres, ce sera juste à la marge? Ou est-ce qu'au contraire, les briques logicielles, comme j'ai montré tout à l'heure, qui offrent un grand panel d'implémentation, vont prendre, et du coup on aura un panel beaucoup plus large, et voilà, ça dépendra de comment évolue le marché, quoi. D'accord. Et deuxième question, sur les exemples que vous avez cités, il y a combien de participants? Enfin, c'est des expérimentations en cours ou pas du tout? C'est juste théorique ou est-ce qu'il y a des gens qui l'utilisent? Combien? Au niveau, en gros, combien de gens utilisent les technos qu'on a présentés, c'est ça? Ouais. Alors VCVP, alors combien, j'en sais rien. Honnêtement, il faut souvent creuser pour savoir.
Il faut souvent creuser pour savoir si ce qu'il y a derrière, c'est vraiment VC et VP. On l'a vu pour le pass sanitaire, il faut aller chercher un peu dans la doc, dans le truc de Nouvelle-Zélande, pour savoir ce qui est utilisé derrière. C'est un feeling que je vais donner. Les Verifiable Credentials et Verifiable Presentation sont plus utilisés que les DID, parce que c'est déjà un mécanisme qui est pratique et qui peut se rattacher, et qui n'est pas obligé d'être attaché à un DID. Il peut se rattacher à une identité qui existe déjà, donc une identité de gouvernement, par exemple. Un numéro de sécu. Numéro de sécu, ou même, voilà. Donc ça, c'est pratique à utiliser. Et il y a des cas d'usage qui existent déjà, qui sont remplis par d'autres technos que les VCVP, mais qui pourraient l'être par les VCVP dans la vie courante. Voilà. Après, pour les DID, honnêtement, c'est un peu Après, il y en a. À la marge. Ouais, c'est ça. Après, c'est l'idée du DID, c'est l'idée de décentraliser. Et du coup, comme il disait pour le Web 5, en fait, c'est de peut-être éventuellement réussir à rapatrier un peu cette manière de vérification ou cette manière de validation de ton côté, et non du côté de Google ou des choses comme ça, quoi. Après, bon, on le voit aussi avec le DID EPSI. Hein. Ce qu'ils essayent de faire, l'Union européenne, c'est il y a quand même dans ton wallet ou sur ton téléphone, tu auras quand même toujours tes propriétaires de la clé privée. Et si jamais tu la jettes à la poubelle, normalement, l'Union européenne perd toutes les infos, quoi. Bon, après, je pense qu'ils ont un backup quelque part, faut pas déconner. Mais bon, on a vu d'autres mécanismes éventuellement de clés partagées, etc. En fait, ils vont essayer d'avancer là-dessus. Après, c'est encore à l'état de brouillon. Ils ont beau dire, ouais, on a déjà commencé à le faire et tout. Quand vous creusez, c'est quand même un brouillon, quoi. C'est un peu comme la première MEP. On n'est jamais très serein, quand même. Mais du coup, pour le DID, moi, le principal blocage, et je me demande comment ils vont arriver à surpasser ça, c'est la gestion des clés. Parce qu'autant les VC, si tu es rattaché à une identité que c'est pas toi qui gères, on entend qu'il y a des cas d'usage. Autant le DID, si c'est toi qui dois gérer tes secrets, comment faire en sorte que ce soit utilisable facilement par n'importe qui, même les personnes qui ne comprennent rien à l'informatique, et que ça reste avec les mêmes avantages que nous offrent les identités gérées par d'autres. C'est un gros sujet. Et... Je pense à Mamie Papy. Il y a un gros challenge là-dessus. Ok, donc merci beaucoup pour votre presse, c'était super intéressant. Tu avais dit que vous prendriez pas position, on a quand même senti un petit peu le discours sous-jacent, mais c'était très bien. En fait, il y a deux choses. D'abord, par rapport à ce que vous disiez sur le côté vulgarisation, l'utilisation des clés GPG, ça a été fortement utilisé par ProtonMail. Ils ont réussi à l'imposer dans le mail. Alors évidemment, c'est à l'échelle de leur service, etc. C'est pas du tout la même échelle que ce dont vous parlez, mais ça pourrait être peut-être une piste pour se dire, il y a peut-être moyen d'abstraire tout ça. Aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui ont des wallets Bitcoin. Bon, il y a l'exemple de ceux qui perdent leurs clés. N'empêche qu'au total, il y a quand même de plus en plus de gens qui sont capables etc. Et donc moi, ma question, c'était juste, en Europe, on a l'Estonie qui a son électronique citizenship, etc. Ils ont beaucoup de mécanismes, mais pour le coup, à la base, ils sont très centralisés. Mais ils ont cette espèce d'idée de subsidiarité quand tu demandes des éléments. Et alors, du coup, est-ce que vous savez si eux sont intéressés, s'ils ont une implémentation de référence? Enfin bon, bref. Je sais. Aucune idée. Enfin, je vois, mais je sais pas s'ils font partie des États membres de l'EPSI, en fait. Je sais pas s'ils sont moteurs aussi là-dessus. Enfin, je regarde. Parce que bon, j'ai regardé les 28 et j'ai pas regardé le détail des 28 pour être honnête. Mais je pense que oui, ils sont dans la volonté de pouvoir avoir. Entre guillemets, une identité utilisable partout, parce que là, on voit bien que des fois, c'est un peu, entre guillemets, compliqué d'un coup de passer à la sécu, d'un point de vue de passer à, je sais pas, on a peut-être France Connect, mais France Connect, c'est pas non plus la seule solution, et il n'y a pas non plus la possibilité de signer la donnée avec France Connect, en fait. Donc, entre guillemets, et puis l'identité reste quand même du côté d'impôt.gouv, etc., quoi. On n'a pas cette notion de clé privée, clé publique derrière France Connect, quoi. Même si, bon, il y a des échanges cryptographiques, il faut l'avouer quand même, c'est quand même sécurisé, faut pas déconner. Mais voilà, après, c'est vrai que je sais pas. En fait, faut voir je pense qu'ils essaient d'être moteurs, je pense qu'ils essaient de contribuer. Mais bon, faut que déjà tout le monde se mette d'accord et que tout le monde mette un peu la main au portefeuille, entre guillemets. Parce qu'il faut payer les gens derrière pour faire tout ça. Donc, il y a aussi cette notion, à mon avis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Bonjour. Merci déjà pour votre présentation. C'est un sujet qui m'intrigue quand même pas trop mal sur ce concept d'identité décentralisée. Alors moi, j'ai une question qui peut paraître vraiment terre à terre quand même. Admettons que
par exemple, j'ai un frère jumeau qui fait toutes ces opérations à ma place. Du coup, en quoi ce système peut se prémunir qu'on usurpe mon identité? Alors du coup, ton frère jumeau, il va générer une identité qui est censée te désigner toi, et il va avoir la clé privée chez lui. C'est ça? C'est ça. Alors, on a vu dans le... J'essaye de réfléchir en même temps. On a vu dans le DID qu'il n'y avait pas d'information, il n'y avait pas forcément d'informations qui te désignaient toi, vraiment, il n'y a pas forcément ton nom, ton prénom. Et que c'est normalement le détenteur de l'identité qui est détenteur de la clé privée. Donc à un moment, il va falloir que toi, tu interagisses dans la boucle parce que sinon, n'importe qui pourrait se faire passer pour toi. Donc, si le service auquel tu essayes de parler prend n'importe qui pour toi, je pense qu'il y a un souci, il y a une vérification en amont qui est manquante. J'arrive pas à trouver de cas d'exemple qui pourrait vraiment tourner ça en absurde un peu, mais... Là, tu as un cas d'exemple. Tu pourrais pas... L'État français va pas émettre de VC si c'est vraiment pas toi. Il va y avoir des vérifications en personne, on va dire. Il faut quand même s'assurer que c'est bien la bonne personne et que, mine de rien, elle réponde aux bonnes questions. Mais après, oui, si quelqu'un, de toute façon, a accès à la clé privée de quelqu'un d'autre, c'est foutu, en fait. Ouais, c'est ça. Ça, c'est problématique. Et ça, c'est le cas où tu as créé ta clé, enfin ton identité, et que quelqu'un t'a piqué ta clé privée. Mais créer une identité pour toi... Créer une identité pour quelqu'un d'autre? Ouais, et être reconnu comme ce quelqu'un d'autre quelque part. C'est de l'autorité de l'issuer, en fait. T'as pas trop le choix de... Ouais, voilà. Au bout d'un moment, il faut faire confiance à quelqu'un, en fait. Et non à ton frère jumeau. Ça revient au même que pour les certificats, quand il y a un nom de domaine, c'est l'autorité c'est exactement ça. Ouais. Qui contrôle derrière. C'est bon. On les a achevés. Bon, du coup, merci. Merci. C'était...